Bonjour, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va reparler de l'affûteur de forêt, mais ça sera juste après ça. Petite vidéo brève, on rajoute sur l'affûteur de forêt. J'ai eu plusieurs remarques qui concernaient la gorge dans laquelle on met le forêt, en disant que c'était du plastique pourri, et ainsi de suite, et que ça allait se becter. J'ai eu un doute, parce que je me rappelais pas bien avoir vérifié au fond. Alors là, je viens de redémonter et voilà, je vous montre comment c'est fait. Voilà, j'ai mis un forêt de 8, celui qu'on a affûté l'autre jour. Il vient se positionner en butée. Je fais en sorte qu'on vous voit bien tout. Il vient se positionner en butée sur cette pièce qui est une rondelle, qui est maintenue par 3 vis, comme ça, qui est métallique. Donc, sauf à forcer comme un gros damné, on ne va pas l'esquinter. Et par contre, effectivement, le forêt, quand on vient faire ce petit mouvement comme ça, vous voyez, ça vient embuter sur les pièces en plastique que l'on voit ici. Alors, concernant cet outil, la seule recommandation que je pourrais faire réellement, c'est quand vous faites le petit mouvement d'aller-retour comme ça, il faut y aller quand même un petit peu mollo, parce que je suis pas certain que ce plastique soit de la plus grande rigidité, ce qui pourrait amener à la longue à ce que le forêt tourne complètement, ce qui serait complètement con. Et là, le problème, c'est que cette pièce-là, toute seule, on la retrouvera pas. Donc, le jour où le plastique de cette pièce est morte, l'affûteur, poubelle. Voilà. Donc, je voulais rassurer tous ceux qui se diraient que cette pièce est merdique. Non, en fait, elle est pas mal. La butée métallique vient jouer son rôle. Et normalement, j'ai essayé en position haute absolue, ça vient pas frotter sur la pièce métallique. Si jamais c'était le cas sur celui que vous achetez, ce que je vous recommande dans ce cas-là, c'est de démonter la rondelle et vérifier s'il n'y a pas une bavure de plastique qui viendrait la surélever légèrement. Il y a juste 3 vis à défaire, la rondelle. Il y a des détrompeurs, on voit bien qu'elle n'a pas de sens. Visiblement, quand on regarde bien, tout est bien centré, il n'y a pas de sens. Je tiens à rassurer tout le monde, ça devrait tenir le choc un certain temps au moins. Il est évident que ce n'est pas un outil qui est fait pour durer une vingtaine d'années, sauf si vous affûtez 3 forêts à l'année. Mais pour quelqu'un qui va s'en servir régulièrement, bon, ça devrait tenir à peu près le choc. Maintenant, la meilleure solution depuis toujours, c'est de l'affûter à la main sur un touret à meuler, ou une pierre à eau, comme certains m'ont dit. C'est pas mal, c'est une bonne idée aussi. Maintenant, il faut choper le tour de main. Comme je vous avais dit, je vais faire un jour une vidéo sur le touret à meuler et je vais essayer de me fabriquer des gabarits pour positionner les forêts. Il y a plusieurs youtubeurs qui l'ont fait. J'ai vu des exemples à droite, à gauche. Je vais essayer de récupérer toutes les bonnes idées de tout le monde, toutes les méthodes, et essayer de compiler ça pour faire une présentation la plus précise possible, de façon à vous en faire bénéficier à tous. Voilà, j'ai fini la mise au point que je voulais faire concernant l'affûteur de forêt. Je pense que c'est un très bon matos. Je redis une nouvelle fois, peut-être que je me gourre, l'avenir nous le dira, mais à vue de nez comme ça, il a toutes les caractéristiques d'un outil correct. On est dans du Parkside, avec des tarifs Parkside, faits pour des utilisateurs occasionnels. On en reste là. Je vais profiter de cette courte vidéo pour vous parler de plusieurs petites choses que j'ai achetées récemment et qui me semblent être vraiment très bonnes. On va commencer par les 2 frangines là. Les 2 scies japonaises, avec des manches un peu comme ça. Alors, je les ai un tout petit peu testés en coupe. Ça coupe très bien. Alors, je rappelle une notion qui est très importante. Une scie japonaise, c'est une scie qui a une lame extrêmement souple et qui s'utilise de manière différente. Pour scier, on tire. On fait l'effort en tirant. Si vous poussez trop fort, comme c'est une lame souple, vous allez être emmerdé. Donc, on a 2 modèles qui ont été vendus. Une mono tranchant comme ça, avec un léger guide dorsal, qui a 7 dents
au centimètre. Et je vais enlever la protection et je vais vous la montrer de près. On voit clairement les dents sont dirigées vers l'arrière, ce qui prouve bien qu'on scie en tirant. L'intérêt d'une scie comme ça, regardez, la lame est extrêmement souple. L'intérêt numéro 1 de ça, c'est que ça permet, regardez l'épaisseur. On va peut-être absolument pas se rendre compte de l'épaisseur de la lame, mais c'est des lames extrêmement fines. On va sortir le juge de paix. La lame fait 7/10 d'épaisseur. 7/10 de millimètre. C'est très fin. C'est justement fait pour pouvoir... Je vais vous faire une petite démo. On va imaginer que ça, c'est une pièce de bois qui dépasse et que j'ai pas beaucoup de trucs. Vous voyez, je peux facilement aller la couper n'importe où qu'elle soit, en plein milieu d'une planche très grande. Si j'essayais de la couper normalement avec une scie très rigide, je peux pas. La scie japonaise, si je me mets comme ça avec une scie très rigide, je vais être en biais, ça va pas être propre. Avec une scie japonaise, vous la plaquez bien contre le truc. Ça permet d'aller scier au ras d'un mur. Avec une scie classique, hors de question. Et surtout, la réputation numéro 1 des scies japonaises, c'est de faire des coupes extrêmement propres. On n'a pas besoin de forcer. Je ne vais pas trop faire de démo sur ce truc-là parce que c'est truffé de clous. Mais voilà, une scie japonaise, on attaque en tirant. Tac. Et surtout, on n'appuie pas. Vous voyez, la position que j'ai, je ne peux pas appuyer comme un damné dessus. On pose la scie, on pousse légèrement pour faire la marque, et après, on tire. Là, comme ma pièce n'est pas fixée, elle glandouille. Normal. Mais on voit la qualité de coupe qu'ont ces scies, c'est extraordinaire. Alors, pour 9 balles, franchement, cette scie, elle est terrible. Si vous en avez encore, sautez dessus. Ceux qui se demandent si c'était bien, voilà, je vous confirme, c'est bien. On va parler de celle-ci. Pourquoi 2 tranchants? Parce que, en matière de scie, il y a plusieurs types de scies. Ça paraît con, les vieilles scies de nos grands-parents, ce qu'on appelait des scies égoïnes, elles avaient les dents qui étaient faites d'une certaine sorte. Mais dans la pratique, vous avez des scies qui sont faites pour déligner, ce qu'on appelle déligner. Alors, sur ce genre de morceau, déligner, ça serait couper dans le sens de la fibre, dans le sens de la longueur. Alors, la longueur, là oui, parce que c'est un truc. Mais sur un plateau comme ça, déligner, ça serait coupé dans le sens de la fibre. Voilà, c'est ce qu'on appelle déligner. Et quand on coupe en travers fil, si je coupe des rondelles de ce morceau de bois, cette coupe s'appelle du tronçonnage. C'est un nom que beaucoup de gens connaissent, hein, la tronçonneuse, voilà. C'est fait pour couper le bois perpendiculairement aux fibres. Le résultat qu'on a au bout, on appelle ça du bois debout. Debout, le bout du bois debout. Personne n'a rien compris, c'est normal. Voilà, on appelle ça le bois debout, parce que c'est le bout. On a la fibre qui pointe vers le haut comme ça. Je retire mes 2 trucs, et on va constater de près les dentitions. On va voir que les dents, on a une dentition là, qui est comme celle de l'autre scie, qui est des petites dents fines. On a 7. Pareil, je vérifie avant de dire une ânerie. Hein. On a 7 dents au centimètre et on a des dents qui sont dirigées vers l'arrière. Ça, c'est une scie à tronçonner. Pas parce que les dents sont en arrière, c'est parce que c'est des dents très fines et ça permet de couper plus facilement comme ça. La grosse denture comme ça, celle qu'on a là, et on n'est plus qu'à 4 dents au centimètre. Et les dents, on peut le voir, elles sont plus droites, plus triangulaires.
Ça, c'est fait pour déligner dans ce sens-là. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Dans ce sens-là, je déligne. Hop, je tourne. Je me guide. Et là, je tronçonne. Si on parle purement matos, celle-là aussi, elle est extrêmement souple. Avec celle-là, on peut aussi couper au ras. Elles sont pas mal. Bon, la ficelle, c'est pas extrêmement qualitatif, la ficelle. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais on verra bien. C'est une scie à 9 balles. Je suis quasiment certain que si on en prend soin, ces scies, on les emmène loin. Alors, petite précision, entretien des lames, en règle générale, toutes lames confondues. Bon, on va commencer par ces scies. Ces scies en deux mots, hein. Déjà, c'est bien de les nettoyer avant de les ranger, un minimum. Hein. Alors, j'ai que mon tout petit pinceau sous la main. Après, on peut le faire avec ce genre de chiffon, ce qu'on appelle peau de chamois. Voilà, ça marche bien. Et ce que je recommande, c'est de huiler légèrement la surface. Personnellement, et comme pas mal de monde, je recommande pour ça, ainsi que pour toutes les lames qui vont être lames de rabot, les ciseaux à bois et ainsi de suite, toutes sortes de tranchants comme ça, on utilise de l'huile de camélia. C'est ce qu'il y a de mieux parce que ça protège la lame, ça l'empêche de s'oxyder. Surtout, c'est ça qui est très important. Et puis en plus, ça sent rien parce que le WD-40, ça pue et c'est moins efficace. Ça finit par se volatiliser. Si on le laisse un certain temps, il n'y en a plus. Le film de protection sera moins important. Donc de l'huile de camélia, je vais vous mettre un lien en description. Ça s'achète pas très cher, une dizaine d'euros sur Amazon, la bouteille de 500 ml, je crois. Hein. Inutile de mettre beaucoup plus cher que ça, on s'en fout. On en trouve dans pas mal de spécialités parce que c'est pas fait, ça n'a pas été créé pour la menuiserie. C'est quelque chose qui est utilisé dans bien d'autres domaines. Donc, petit aparté scie, voilà. Avis perso, elles sont très bien. Ceux qui les ont pas encore et qui ont la chance d'en avoir encore dans leur Lidl, ils peuvent y aller les yeux fermés. Déjà, quand je les ai vues de gueule, je me disais, waouh, elles sont belles. Mais il fallait les voir en vrai. Et en vrai, bah, elles sont très très bien. Voilà, le court essai que j'ai fait démontre bien que ça fonctionne très très bien. Il y a quelques semaines, on nous a proposé cette pince pour écrou à sertir. Ça pourrait s'apparenter à une pince à cheville molly, mais pour le métal. Donc en fait, on perce un trou dans une tôle, ou dans un tube carré, ou peu importe. On insère un écrou et on vient l'écraser derrière pour le rendre prisonnier. Donc c'est exactement le même principe qu'une cheville molly, pour ceux qui connaissent un petit peu. Tous ceux qui ont déjà percé des plaques de placo pour fixer des objets un peu lourds au mur savent de quoi je parle. J'en ai utilisé professionnellement de cette chose-là, mais c'était pas un petit modèle comme ça, c'était un engin comme ça qui coûtait une blinde. Je crois qu'on était proche des 150 € la pince. Ça, c'est sans compter les consommables, donc les écrous. Là, pour le prix qu'on a payé ça, on nous file 150 écrous avec. C'est quand même pas mal. Donc on va regarder un peu comment c'est foutu. Je l'ai tout, vous voyez. C'est un truc que j'ai acheté parce que quand j'ai vu ça au catalogue, je me suis tout de suite dit, il me faut ça. Parce que dans mes projets d'ameublement, un peu style Indus, on va dire, donc bois et métal, j'ai pas de matos à souder, je suis pas spécialement un soudeur, donc on verra, c'est des choses qui pourraient changer, mais
En plus, j'aime bien les trucs démontables. C'est quelque chose qui... Si j'ai le choix entre faire un truc non démontable et un truc démontable, je préférerais toujours le démontable. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc déjà, c'est pas mal foutu. Bon, hormis que la boîte, aïe, était pas bien fermée, mais à l'intérieur du capot, on a une réserve qui est somme toute sympathique, qui va de M5 à M12. M12, on commence à être dans du sauvage, hein. Alors, on a des écrous qui sont en acier galva. Si je dis pas de conneries, ça m'a l'air pas mal. Franchement, c'est très proche de ce que j'utilisais. Nous, c'était ça, c'était du M8, si je ne m'abuse. M8 ou M10, d'ailleurs. Oh, je sais plus. Voilà ce qu'on a. Et voilà ce que j'avais avant. Donc, on a une légère différence quant à l'épaisseur de la collerette. Mais ça, c'est pas très grave. Le but aussi, ça va être de... Je vais vérifier ça très rapidement. Ça va être de vérifier si c'est compatible. Parce que ça, ces embouts que j'ai là, c'est des embouts qui sont standards. Qu'on trouve chez tous les fournisseurs de matos pro. Et je suppose que si on en trouve en GSB, donc chez Leroy, Patati et Brico, machin chose, on va trouver certainement ce genre-là. Ou ce genre-là. Alors, une fois de plus, Lidl, c'est bien inline. Pour une fois, ils nous en ont fourni. Mais si quelqu'un veut aménager une camionnette, par exemple, les M8 qu'il y a là, ça ne sera pas suffisant. Ça sera vraiment pas suffisant. Je sais pas. Je vérifie sur l'emballage. M8, on a 30 écrous. Ça peut potentiellement ne pas être suffisant. Pour quelqu'un qui veut se fabriquer tous ses meubles, 30 écrous, ça va aller très vite, je pense. On va regarder comment on change un embout là-dessus. Là, pour l'instant, c'est le 8 mm qui est installé. Donc, pour commencer, nous allons la clé qui est fournie et qui permet, dans cette position, de desserrer la pièce. Alors, une fois qu'on l'a amorcé, c'est très facile. Je conseillerais quand même, a priori, en premier recours, de démonter. Nous allons démonter l'écrou, qui est marqué M8 dessus. Dans un deuxième temps, on démonte l'ensemble de la pièce de verrouillage. Ensuite, on a cette pièce. Vous voyez, qui est masquée de temps en temps par ça. Donc, on maintient. Hop, on desserre. Voilà. Ça, c'est un kit. On va dire, tiens, on va monter le M10. Attention, quand vous relâchez. Non, ça tient. J'ai pas essayé avant, vous voyez, hein, je gruge pas. Non, l'ensemble tient bien. Vous voyez, c'est marrant, c'est fait comme une douille 12 pans. Donc, on sort notre kit M10. Un kit, donc, on retrouve toujours nos deux pièces, l'écrou et le truc. L'écrou, cette pièce-là, on rappuie dessus, on vient la monter dessus. C'est d'une grande simplicité quand même. Là, je vous montre, j'ai presque honte de vous montrer tellement c'est simple. Il n'y a pas besoin qu'il soit serré. On le positionne de sorte que la partie douille vienne se replacer comme ça dessus. Il n'y a plus ensuite qu'à revisser cette partie-là. Alors, je conseillerais de temps en temps un petit coup d'huile dessus.
Pas besoin d'en mettre une caisse, hein. Juste un petit coup d'huile, histoire qu'il se... On a le contre-écrou qui se sert bien. Hop. Hop. On peut venir le serrer à la main. On va prendre, il n'y a plus qu'à prendre notre écrou en sortie. On maintient la pièce à l'intérieur. Là aussi, si on a envie. Surtout, alors surtout avant de les remettre dans dans la petite boîte. Avant de resserrer tout l'ensemble, on écarte bien la position comme ça et on vient la serrer comme ça et on visse le contre-écrou après. Doucement, ça sert à rien de serrer comme une brute, hein. La position écartée permet d'avoir cette tige la plus sortie possible. Alors là, je peux pas vous faire la... Ah si, bah bien sûr, je dis une dinguerie. Je vous montre avec un écrou. L'idée, quand on prend un écrou, est de le visser le plus possible. On n'a pas besoin de le serrer comme un damné, hein, non plus. On le visse le plus possible comme ça. On va venir le serrer dans l'écrou. Et après, on va venir resserrer les pinces de façon à l'écraser. Je ne vais pas le faire là, ça serait bête de gâcher un écrou inutilement. Donc voilà. Si vous voulez rechanger, simple. On est toujours à fond, on ne se pose pas de questions. Hop, on desserre, on démonte. On démonte l'ensemble. Moi, je préfère... Je pense que cette solution-là est la meilleure. Hop, on défait, on démonte. On fait, on remonte. Clac. On vient visser notre écrou à la bonne taille. Hop. On remonte provisoirement l'écrou. On est serré au taquet. On vient s'y mettre. Pas besoin de serrer comme un damné. On rabaisse le contre-écrou. Terminé. On est ouvert à plein. Et c'est là qu'on a la plus belle amplitude. Voilà, c'est simple, clair, net et précis. Ça se met... Si on n'oublie pas une pièce, ça se range proprement. On a le petit espace ici pour ranger la clé. Les petits écrous qui viennent se mettre là, c'est très bien. On peut, même pour les têtes en l'air, au cas où, hein, on va aller la mettre en dessous, ça sera très bien. On vient faire ça. Qu'est-ce que j'ai coincé dedans? Voilà, a priori, ça c'est pour une fois, c'est juste une présentation. Je ferai des tests grandeur nature en faisant un comparatif entre ces écrous-là qui sont chromés, on va dire, et les écrous qui sont fournis avec. Je ne sais pas niveau matériaux si on est sur de l'acier des deux côtés. Réponse à la question, on est sur de l'acier dans tous les cas de figure. Donc on verra lesquels sont les mieux. Mais ça c'est un truc qu'on trouve facilement. Hein, de mémoire, on les trouvait assez facilement. Donc cette vidéo s'achève comme ça. Petit résumé vite fait. L'affûteur de forêt. Je ne connais pas les anciennes versions, mais celle-là me semble tout à fait convenable au niveau de la butée du forêt. Reste la partie plastique. Donc, je rappelle, quand on fait des petits mouvements pendant l'affûtage, il faut y aller mollo sur les butées pour pas esquinter de trop le plastique qui m'a l'air quand même assez mou dans l'absolu. Les deux frangines là, super matos. Sur ce coup-là, rien à dire, c'est du très bon matos. On pense à mettre avec un chiffon ou une pièce quelconque, un petit coup d'huile de camélia dessus. Quand on a fini de s'en servir, avant de les ranger, on remet les protège-lames, sinon ça mord. Hein. Ça mord fort en plus. Et pour finir, la pince à écrou, très bien. Pour le prix, très bien. Un modèle mieux que ça
j'en ai eu entre les mains, ça coûte 5 fois le prix de celle-là. Ça, c'était même pas une trentaine d'euros avec tous les écrous fournis. Une pince pro, c'est un peu plus balèze, certes, on aura plus de force. Alors c'est bien pour les écrous de 12, mais on n'en fait pas souvent. Mais pour les 5, 6 et 8, celle-là est bien suffisante. Sur ce, cette vidéo s'achève. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je réponds à tout le monde. Je lis tous les commentaires. Ah, juste un petit détail. La rangée de clés qu'on voit là derrière, elle est terrible. Terrible. La grande, c'est un engin comme ça. Ça a l'air d'être très bien construit. Maintenant, il faudra la tester le jour où on se mettra sur la bagnole. Mais ça a l'air d'être vraiment du très solide. Pareil pour les 20 balles que ça coûte. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.